Et puis ensuite, on passera aux questions. Et voilà. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Allez-y. Parfait, si vous voulez, je peux commencer, vu que Marie m'a fait un signe de la main. Je m'appelle Gabrielle Fils, je suis consultante depuis 2 ans et donc j'ai un double diplôme EMU Centrale Lyon. Et depuis que j'ai mis le pied dans le monde du travail, j'ai également mis le pied dans l'engagement associatif professionnel, puisque je fais partie de l'association Les Collectifs depuis bientôt 1 an. Et en parallèle, donc, j'ai fondé mon collectif d'entreprise en novembre 2021, donc on est encore tout jeune. Mais du fait de faire partie du réseau des collectifs, ça nous donne une vision globale que je vous partagerai aujourd'hui. Et le déclic que j'ai pu avoir pour m'engager plus concrètement dans la transition environnementale, ça a été de participer à l'univers Shifté d'été de l'année dernière, donc du Shift Project, pour ceux qui connaissent déjà. Et dans cette conférence, il y avait ce cycle de conférences, il y avait une conférence sur changer l'entreprise, notamment portée par la Convention des entreprises pour le climat et le campus de la transition, qui sont 2 merveilleux acteurs. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Et c'est là où j'ai eu une révélation en fait, une entreprise peut être actrice de la transition. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi? Et les collectifs se sont présentés comme étant une très belle opportunité, donc je vous la présenterai juste après, mais qui est assez complémentaire avec ce que font Julia et Anne. Je ne sais pas si Anne, par exemple, tu veux prendre là-dessus? Carrément. Moi, c'est Anne Lecor, donc je travaille au Printemps écologique. J'ai un passé, j'ai travaillé dans l'automobile et puis j'ai fait ensuite du conseil en organisation. Je crois que c'est un peu comme toi, ce que tu fais actuellement, Gabrielle. J'ai étudié à la fois à Rennes 2, donc la fac juste à côté de Rennes School of Business, et puis à l'IE de Aix-Marseille. D'abord des langues étrangères et ensuite de la finance d'entreprise. Donc, rien à voir, mais ça donne une vision de comment fonctionnent aussi ces entreprises et comment fonctionnent les organisations. Et donc, en fait, le déclic, c'est à l'arrivée à Paris avec ce melting pot. J'ai rencontré beaucoup de gens engagés et qui étaient assez sensibilisés à ces questions-là. Et j'ai aussi lu un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer avec Pablo Servigne, que je vous recommande et que je vous recommande de lire avec des gens. C'est-à-dire que c'est aussi un livre assez fort, donc il faut aussi avoir du monde autour pour pouvoir l'absorber. Mon engagement, il a été sur les questions environnementales suite à ce livre, et puis aussi sur la question du sexisme. Je suis pas mal engagée là-dessus aussi, de par mon expérience en entreprise. Donc voilà. Et Printemps écologique, on en reparlera tout à l'heure. C'est à moi, du coup. Oui, à toi. Alors, du coup, moi, je m'appelle Julia, je suis P28, fraîchement diplômée aussi de RSB. Et donc, je suis responsable des partenariats chez Énergique. Je pense qu'on va refaire un peu un tour des organisations pour présenter un peu plus en détail ce qu'on fait. Donc, j'y reviendrai dans un second temps. Mon déclic, moi, ça a été quand j'ai mis un pied dans le monde professionnel, il y a 3 ans maintenant. Donc, je rentrais de voyage, je rentrais de mon échange. Et grande passionnée de voyage et grande voyageuse que j'étais, du coup. J'ai voulu bosser dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie. Et en fait, je me suis pris une bonne grosse claque, excusez-moi de l'expression, mais je me retrouvais pas du tout dans ce que les entreprises portaient, alors que je travaillais dans un secteur qui théoriquement me passionnait. Et en fait, je me retrouvais absolument pas dans ce qui était porté. Et donc, j'ai fait un peu... le Covid est arrivé, donc ça a été, je pense, une période d'introspection aussi pour pas mal de personnes. Et donc, j'ai switché et je suis passée du tourisme et de l'hôtellerie à l'humanitaire. Et j'ai travaillé 1 an chez Action contre la faim. Je ne veux plus jamais, du coup, travailler dans une entreprise qui ne porte pas mes valeurs. Et c'est comme ça donc, que je suis arrivée chez Énergique. Et le déclic des valeurs, je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu construit tout au long de ma vie, de par les personnes, les rencontres, comme disait Anne aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je te rends la parole, Marie, du coup, maintenant qu'on s'est toutes présentées. Yes, et merci beaucoup toutes les 3 pour cette intro. Est-ce que maintenant vous pourriez nous donner un exemple concret de réalisation que font vos organisations pour vraiment rendre concret vos actions au quotidien et comment vous mettez vraiment en œuvre
votre engagement. Tu veux y aller, Gabrielle? Dans le même sens? Ça va très bien. Donc, avant de rentrer dans l'exemple concret qui est effectivement nécessaire pour illustrer la théorie, je fais une mini présentation de ce que sont les collectifs pour ceux pour qui c'est encore étranger. C'est une association qui vise à rassembler dans un réseau les personnes qui sont engagées dans leur entreprise pour insérer cette notion de transition environnementale en entreprise. Concrètement, du coup, ça peut être, je prends mon exemple, mais je comparerai avec d'autres exemples évidemment. Ça peut être quelqu'un qui, comme moi, se dit j'ai besoin d'intégrer cette notion-là dans mon travail et elle n'est absolument pas présente aujourd'hui, voire trop peu. Et je veux accélérer les choses par mon action personnelle et aussi au quotidien dans mon travail, parce que c'est un sujet qui est transverse. Et donc, j'ai trouvé le réseau des collectifs qui m'a inspiré à trouver donc, des gens dans mon entreprise pour qu'on puisse réfléchir ensemble à quelles sont les actions concrètes qu'on peut implémenter pour intégrer cette notion-là. Donc, par exemple, ça peut être déployer la fresque du climat dans son équipe, puis après dans toutes les équipes. Ça peut être complété par un atelier d'automne. Ça peut être faire une journée Tupperware pour sensibiliser sur les déchets engendrés par le fait de commander à manger sur Uber Eats ou autre plateforme de commande. Et ces actions concrètes, en fait, on peut les catégoriser en 3 types d'actions au sein de les collectifs. Il y a le rappel des bonnes pratiques, donc par exemple la journée coup de poing Tupperware. Il y a la sensibilisation, donc typiquement la fresque du climat fait partie des supports qu'on peut utiliser, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. Et il y a l'impact core business, c'est-à-dire comment est-ce que intégrer cette notion de transition écologique et de transition bas carbone a un impact sur le core business de l'entreprise dans laquelle nous on travaille. Donc moi, par exemple, en entreprise de conseil, ça va être de créer ou pousser plus loin les offres qui sont dans l'accompagnement environnemental auprès de nos clients. Donc ces 3 actions sont menées par les collectifs en fonction de la maturité ou de qui le font dans l'entreprise. Si c'est un junior, un manager, un partenaire, ça ne va pas avoir le même impact et la même vision tout de suite. Et au sein du réseau Les Collectifs, pour le coup, on a 150 entreprises qui sont recensées dans l'association. Ça représente plus de 10 000 collaborateurs, donc on voit que c'est vraiment un réseau global qui regroupe énormément d'entreprises de tailles différentes, mais on va pas se mentir, c'est principalement des grosses entreprises pour accélérer et transformer l'intérieur ces entreprises et les rendre actrices de la transition. Donc, un exemple concret, il y a une des grosses entreprises que je ne citerai pas, qui a déployé la fresque du climat d'abord dans une équipe, puis 2, puis ils se sont rendus compte de la valeur ajoutée de cette sensibilisation et ont débloqué un poste à part entière pour déployer la fresque du climat dans toute l'entreprise, donc toutes les équipes, tous les pôles, tous les pays qui sont impactés, ont été impactés. Et donc ça, c'est un exemple très concret d'une personne qui un jour a eu une idée et qui a réussi à le déployer et à le pousser. Il y a eu un petit temps entre le moment où l'idée est venue et la réalisation, mais ça a vraiment été très utile pour l'entreprise. Et de là, on a découlé d'autres conversations et d'autres idées sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. Mais je m'arrête là pour le moment. Et Anne, du coup, je te repasse la parole. Merci. Alors, je vais peut-être du coup partir du début un petit peu pour vous présenter Printemps écologique. De base, on est une communauté de salariés, d'entreprises, de secteurs, de métiers différents. Et on s'est rassemblés il y a à peu près 3 ans sur ces questions-là de « Ok, moi je m'engage dans mon entreprise, je vois que ça met du temps, que je me confronte à certains freins, que ce soit sur la question de la sensibilisation, que ce soit sur la question de changement de business model, etc. » Et donc, la question qu'on s'est posée, après des actions à la fois de sensibilisation, à la fois de changement de comment on travaille, ça allait des gourdes jusque, effectivement, de la sensibilisation avec des fresques du climat. Et donc, notre idée et notre question, c'était comment est-ce qu'on peut aller plus loin et plus vite. Notamment parce qu'il y a plusieurs freins qui se posent quand on s'engage dans une entreprise. C'est notamment la question du temps, parce que souvent, en fait, c'est des engagements qui sont en plus du travail. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait on n'a pas du tout une culture syndicale de base, il y avait cet outil syndical qui permet notamment une représentation des salariés. Ça veut dire que les salariés vont voter pour d'autres salariés qui vont les représenter auprès de la direction. Et ces salariés qui sont élus peuvent porter tout un tas de sujets auprès de la direction dans une dynamique de dialogue et de négociation. Donc, ça va aller des salaires à la façon dont on travaille, donc l'alimentation, la mobilité, donc tous ces sujets-là. Et nous, ce qu'on y intègre, c'est l'impact environnemental de l'entreprise. C'est-à-dire que par la représentation des salariés, qui ont du coup plus de temps
parce qu'ils sont élus, et également des budgets, on va aller questionner, solliciter de l'expertise externe pour venir voir la direction et dire voilà, nous sur ces questions-là, on a sollicité tel et tel expert et ça nous permet de potentiellement faire des propositions différentes. Et donc, Printemps écologique, ça fait aujourd'hui 2 ans que ça existe. Et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on accompagne et on outille les salariés qui s'engagent par ce biais-là dans les entreprises. Donc, ça passe par des outils de formation, ça passe par des outils aussi de l'assistance juridique, ça passe par plein de sujets, ça passe aussi par la mise en relation de la communauté. On a là, par exemple, une communauté chez un grand groupe télécom qui parle avec une communauté dans un autre grand groupe télécom et ils échangent un petit peu les choses qu'ils peuvent, eux, porter au niveau de leur direction. Pour donner, du coup, un exemple très précis, alors, avant ça, par contre, je vais peut-être rajouter le Printemps écologique, c'est un syndicat de salariés. Et qu'est-ce que permet un syndicat de salariés? C'est de signer des accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, c'est très puissant parce que c'est un contrat entre l'entreprise et les salariés, les partenaires sociaux, globalement. Et donc, ça peut être, par exemple, un accord de télétravail. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, il y a eu une crise. Il y a eu une crise sanitaire. Énormément de gens se sont retrouvés en télétravail et en fait, on n'avait pas cadré la façon dont les gens allaient travailler en télétravail. Alors, ça pose un tas de questions de conditions, voilà, il y a énormément de choses qui se posent quand on met une grande partie de la population en télétravail. Et donc, les partenaires sociaux, syndicats, État et syndicats patronaux, se sont mis autour de la table pour se dire, OK, comment est-ce qu'on cadre ça? Et cet accord, il s'applique à l'ensemble des entreprises françaises. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que la puissance de l'outil syndical, c'est, quand il est représentatif, de pouvoir signer des accords qui ont un impact sur l'ensemble des entreprises françaises. Donc, c'est aussi pour ça qu'on veut utiliser cet outil-là et qu'on l'utilise. Maintenant, pour un exemple un peu plus concret, au niveau d'une entreprise, je peux vous parler d'un adhérent qui est représentant du personnel et qui travaille, lui, dans une PME. Et il est dans une PME et en fait, il est face à une direction qui n'est pas forcément très sensibilisée, etc. Et donc, lui, ce qu'il a amené, c'est la question d'un bilan carbone. Le bilan carbone, c'est un peu la première marche pour se dire, OK, où est-ce que j'ai des postes dans mon entreprise d'émissions qui sont importants et comment est-ce que je peux faire un plan stratégique pour agir sur ces postes d'émissions-là. La direction n'était pas forcément, voyait pas forcément l'intérêt. Donc lui, ce qu'il a proposé, c'est grâce au budget qu'il a en tant que représentant du personnel, c'est de payer une partie sur son budget de représentant du personnel, une partie du bilan carbone. Et ça a permis en fait de débloquer la situation où la direction a dit d'accord, on paye 50-50% ce bilan carbone et derrière on voit ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'applique concrètement dans notre stratégie d'entreprise. Et donc, c'est pour vous donner un exemple de ce que peut faire un représentant donc, syndical avec les budgets et le temps qui lui est alloué sur le business de l'entreprise. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, désolée, mais... Tout va bien, tout va bien. À toi, Julia. Je reprends du coup le bâton de la parole. Merci les filles pour ces présentations. Alors nous, donc chez Énergique, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous donner un peu l'historique, enfin un peu le pourquoi on existe et à quoi on sert. Donc je pense qu'on est un peu tous d'accord ici sur le fait que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la transition et qu'il est plus que nécessaire que les entreprises s'impliquent dans cette transition. Nous, on est parti du constat qu'une entreprise, c'est une somme d'individus. Ça paraît bateau comme ça, mais c'est un peu important de le mentionner. Et que les comportements des entreprises dépendent également du changement de comportement de ces individus. Donc, on met en place, nous, des challenges de 3 à 6 mois dans les boîtes qui ont pour objectif de sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices aux enjeux environnementaux et de réduire leur impact.
Comment on fait ça? Donc, je vous dis, on déploie un challenge sur une application mobile donc, qui est disponible sur tous les stores ou en web app. Et donc, à travers cette application mobile qui est animée par quelqu'un chez nous, on va envoyer du contenu de sensibilisation sur les thématiques environnementales. On va inviter les collaborateurs et les collaboratrices à faire leur bilan carbone individuel pour se rendre compte de leur impact. Et on va les abreuver de contenu pour sensibiliser. Et donc, je vous disais, le second objectif, c'est de réduire leur empreinte. Donc, une fois qu'on a fait son empreinte carbone, qu'est-ce qu'on fait? On réduit son empreinte. Et donc, on propose des éco-gestes à mettre en place et on propose des missions. Des missions, elles peuvent être individuelles. Donc, chaque semaine, on a une mission individuelle et chaque mois, on a une mission collective. Donc, ça permet aussi de fédérer les personnes et les autour de la transition, autour des sujets environnementaux. Et ça sert souvent de porte d'entrée pour les entreprises dans tous ces aspects, tous ces enjeux environnementaux, parce qu'on utilise le biais du jeu. On fait jouer les gens et donc même ceux qui ne sont pas très intéressés par la transition à la base vont, par esprit de compétition, on va être titillés, on va dire, et ils vont s'impliquer dans ce jeu-là. Et grâce à ça, on crée une dynamique d'entreprise, on fédère les équipes autour des enjeux environnementaux. Et on a une boîte à idées, des plans d'action ensuite qui sont mis en place suite à ces challenges pour avoir un changement de comportement, on va dire, un petit peu plus big picture à l'échelle de l'entreprise. Et un exemple de réalisation concrète, alors je vous le disais, on fait faire le bilan carbone aux collaborateurs, aux collaboratrices. On le fait faire au début du challenge et on le fait aussi faire à la fin pour estimer un peu, pour estimer vraiment d'ailleurs l'impact que le challenge a eu. Et là, depuis 2020, donc ça fait 2 ans, on est à quasiment 8000 tonnes de CO2 équivalent non dépensés, du coup, par les collaborateurs et les collaboratrices. Donc c'est un chiffre dont on est assez fiers, c'est un petit peu l'histoire du colibri qui verse de l'eau sur le feu. Chacun fait sa part et au final, on a un nombre évité. Et je vous parlais de l'aspect fédération des collaborateurs. On a un exemple assez concret d'une collaboratrice, je crois que c'était du Crédit Mutuel, je pense que j'ai le droit de les citer, qui se sentait très très seule dans son entreprise puisque ça correspondait plus du tout à ses valeurs et elle avait envie de changer de boîte. Et en fait, grâce à la mise en place de ce challenge et à l'aspect fédérateur, elle a rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas forcément dans son service et qu'elle ne connaissait pas, qui eux aussi étaient en vie perso sur la transition. Donc, ils ont créé un petit groupe d'un Crédit Mutuel et maintenant, ils sont encore en contact et ils se bougent pour la transition de leur boîte. Donc, c'est un exemple non quantifié. Ça s'appelle un collectif, exactement. Il faudrait que je la revienne. Et donc, la boucle, je pense qu'on a trouvé que notre solution était Julia, on te perd un peu de l'image. Ouais. Julia, j'avais terminé. Je disais merci à Gabrielle pour la transition, pour avoir trouvé que nos solutions étaient hyper complémentaires. Et je me permets de revenir sur un truc que tu as dit. Pour le coup, je suis sûre que Anne, et bon, Julia aussi, mais je suis sûre que Anne, du coup, tu t'alignes aussi avec cette vision-là. Mais effectivement, le fait d'incarner la transition qu'on veut voir effectuer en entreprise, c'est quelque chose qui parle énormément. Et en tout cas, qui me parle, mais je vois très bien qu'il parle énormément auprès des collaborateurs. Et notamment, un exemple très concret, encore une fois, c'est qu'à force de parler, par exemple, de déchets qui sont engendrés par le fait de commander des plats à midi, parce que nous, on n'a pas de cantine. Quand je passe dans l'espace de cantine, l'espace où on mange à midi, et que je passe à côté de mes amis avec qui je parle d'habitude, ils me regardent en mode genre oui, j'ai des couverts en plastique, mais en fait, j'ai pas fait exprès, j'ai pas eu le temps de demander à la dame de les enlever, donc je les ai promis, je ferai pas ça. Bon, là, ça fait un peu oppression, mais en vrai, le but, c'est de le tourner comme blague, mais surtout comme sujet qu'on peut intégrer dans la réflexion des personnes autour de qui on est. Et in fine, cette personne qui faisait blague en me voyant passer, et en fait, elle a intégré malgré elle toutes ces dimensions-là. Et moi, je vois bien que concrètement, elle pense à prendre des couverts ou prendre un Tupperware, mais là, c'est un exemple un peu opérationnel qui n'est pas très sexy, mais dans l'absolu, en fait, ça s'impacte aussi dans les comportements, dans les conversations que l'on a entre consultants, même auprès de nos clients. Et donc, on voit que ça s'infuse un peu de partout dans les comportements. Et donc, ce que permet Énergique là-dessus, donc c'est-à-dire de changer les comportements, c'est évidemment extrêmement porteur pour déployer cette vision-là au sein de l'entreprise notamment.
Et si je peux rajouter là-dessus, Gabriel, je suis complètement alignée. Ça commence comme ça. Il faut quand même se rendre compte que la marche pour arriver à vraiment un engagement des salariés, elle est assez haute. C'est-à-dire que il y a aussi ce message à faire passer de dire, en fait, l'entreprise, c'est pas un endroit où je laisse un peu mes convictions de côté, que ce soit mes convictions. Enfin voilà, c'est pas parce que je rentre, je passe la porte de mon entreprise que je deviens juste quelqu'un qui ne pense qu'à son travail. Il y a aussi cette question de récupérer un petit peu l'entreprise comme un espace d'engagement et de montrer qu'en fait, c'est pas horrible et surtout, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est, c'est aussi valorisé. C'est-à-dire que ça peut être valorisé par la direction, on devient des interlocuteurs aussi, parce que on se rend compte que dans les entreprises, il y a un besoin, un vrai besoin d'engagement des salariés et que cette transformation de l'entreprise, elle ne va pas se faire sans les salariés. Et donc, si on se dit que l'entreprise doit changer de modèle, eh ben, il faut que ça se fasse avec les salariés qui sont aussi les mieux placés pour savoir comment leur métier peut évoluer, quoi. Tout ça pour dire qu'en gros, l'entreprise, c'est un espace d'engagement comme un autre. Et il faut, enfin, les initiatives comme les collectifs ou Printemps écologique, ça montre aussi que c'est possible et que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Clairement. Et j'en profite au passage pour préciser que c'est hyper complémentaire. Enfin, je ne connais pas l'audience spécifiquement de qui participe aujourd'hui, mais en fonction de la structure d'entreprise dans laquelle vous êtes ou de l'accord d'engagement qui vous parle de façon plus spontanée, tant Printemps écologique que les collectifs s'alignent sur les mêmes leviers d'action, mais complémentaires. Donc, tout fait sens. Vraiment, ça se complète très bien. Du coup, Marie, je te laisse. Yes, je rebondis sur ce que vous avez un peu dit toutes les trois. En fait, il y a différents niveaux d'engagement en fait, chez les salariés. Donc, ma question, c'est comment vous gérez du coup les salariés qui débutent dans leur cheminement du parcours transition énergie-climat et ceux qui sont déjà vraiment ultra convaincus. Comment vos organisations, elles gèrent tout ça? Et est-ce que, du coup, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des prérequis ou des compétences à avoir, ou bien est-ce que ça peut s'acquérir avec le temps? Et voilà. Et comment s'intégrer au mieux et comment gérer ça? Je peux répondre là-dessus. Si les filles, vous vouliez, je peux prendre la parole là-dessus. Comment on gère les différents niveaux d'engagement au quotidien dans le jeu énergique, entre guillemets, on le gère en adaptant les contenus qu'on va envoyer aux personnes qui sont plus sensibilisées ou pas, pour les personnes qui ne sont pas très sensibilisées, on ne peut pas les noyer dans le contenu qui va peut-être les décourager à s'engager, puisqu'il y a parfois de ça aussi dans tout ce qui est transition, de pas noyer les personnes sous l'information. Et au contraire, les personnes qui sont très, très engagées, je pense qu'on va toutes les trois être d'accord là-dessus, ils sont extrêmement précieux en entreprise. Et donc, je pense que c'est indispensable de les détecter. Nous, on les détecte sur back-office, etc. Et de les détecter, de les valoriser et de les inclure dans la co-construction, on va dire, des modèles d'entreprise. Nous, c'est ce qu'on fait. On les repère, du coup, grâce à nos back-office. Et on les inclut, on en fait des ambassadeurs, en fait, qui vont être des parrains et des marraines du challenge et qui vont nous permettre, qui vont avec leurs collègues, qui vont utiliser le système de parrainage, etc. Et donc, on s'en sert vraiment comme un pour engager le plus de personnes possible. Ok. Gabriel, tu veux enchaîner? Oui, pour les collectifs, c'est donc complémentaire à ce que je viens de préciser, c'est que la vision d'un collectif, alors c'est pas nécessairement la première vision qu'on a, mais en tout cas la vision d'un collectif mature, ça va être d'avoir un impact sur le corps business. Mais comme je vous ai présenté plus tôt, il y a 3 leviers d'action principaux. Rappel des bonnes pratiques, sensibilisation, impact corps business. Et en fait, on remarque qu'en fonction de la maturité sur les questionnements écologiques des personnes, on va être plus ou moins attiré par une journée de ramassage des déchets sur une plage ou une journée de sensibilisation pour prêcher la bonne parole, en parler avec les autres, approfondir cette connaissance plus théorique. Et les personnes qui vont encore plus loin, qui en fait ont déjà abouti, enfin sont déjà passées à l'étape au-delà de la sensibilisation, vont vouloir aller dans l'action encore plus loin, encore plus concrète, ça va être celles qui vont s'interroger sur le core business.
Donc, le collectif peut rassembler des personnes qui ont un niveau de maturité sur l'interrogation, sur la transition écologique qui est très large. Et le but aussi d'un collectif, c'est du coup de pouvoir apporter ce portefeuille d'actions qui sont du coup très diverses. Et comment on les embarque, pour le coup, vu que, au contraire de Anne, on n'est pas, c'est un temps bénévole parce que c'est un temps en plus du travail qu'on réalise au quotidien. C'est vraiment qui veut, fait quel sujet et quel projet. Et ce qui est très important dans un collectif, voilà pour tout, mais notamment dans une entreprise bénévole, c'est que la personne qui s'investit sur un sujet qui lui plaît foncièrement et vraiment, sur lequel lui il est prêt à s'engager dans le temps du coup, en donnant du temps du coup, pour les projets qu'on implémente dans son collectif. Anne. Yep. Ouais, alors du coup, au printemps écologique, l'idée c'est que, alors, on sait qu'un syndicat, c'est pas forcément l'outil qui a meilleure presse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur aujourd'hui, nous, on a un gros effort pédagogique à dire, voilà, l'outil syndical, c'est quelque chose qui peut servir la question de la transition écologique et sociale, qui peut avoir un impact sur les entreprises, qui peut faire bouger les entreprises plus vite, par la force des salariés, par la force du collectif. Donc en fait, rien que par exemple adhérer au printemps écologique, et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant voilà, moi je pense que c'est utile. Et ben juste l'adhésion en fait ça propulse aussi la structure et ça fait nombre, et c'est là aussi où ça a un impact. Donc on a des gens qui sont juste adhérents et qui vont juste adhérer au printemps écologique de façon à soutenir la structure et à soutenir son développement. Et surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils soutiennent d'autres salariés qui s'engagent. Et les salariés qui s'engagent, c'est des gens qui viennent nous voir. Soit ils sont déjà représentants du personnel, soit ils ont envie de se présenter aux élections. Et eux, souvent, ils ont besoin de dire, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir des propositions que j'amène, que je trouve pertinentes, qu'on construit ensemble pour aller proposer ça dans mon entreprise. Et donc, en fait, on prend des temps, on forme, voilà. Et c'est souvent vraiment à la carte, au besoin, et on est surtout sur un principe de soutien. C'est-à-dire que la personne, elle va être complètement autonome sur les sujets qu'elle choisit, elle, qu'elle a envie de porter, qu'elle pense importants au sein de son entreprise. Et nous, on arrive avec des liens avec d'autres associations, des liens avec de l'expertise, des liens avec des avocats, des juristes, etc. Histoire que la personne et l'adhérent qui a envie de s'engager, elle ait tous les outils, elle n'ait plus qu'à choisir en fait ce qu'elle a envie de faire. Et puis voilà, la troisième chose, c'est aussi voter aux élections professionnelles. Pour les candidats qui ont le plus qui portent le plus la question de la transition écologique et sociale. Donc, il y a d'un côté un engagement où je suis adhérent et je vais voter aux élections professionnelles, et de l'autre un engagement un peu plus poussé où là, je vais me présenter aux élections, et une fois que je suis élue, là, je vais pouvoir porter des choses directement auprès de la direction et qui vont avoir un impact sur la stratégie. Donc, c'est un peu les deux modalités d'engagement. Et je pense que ça rejoint exactement ce que Gabrielle et Julia disaient, c'est que c'est surtout en fonction de ce que la personne a envie de porter et ce qu'elle trouve pertinent dans son contexte. Et nous, on est juste là en disant oui, carrément, voici les ressources, et puis go, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ce que tu viens de préciser, Anne, me fait penser que je n'ai pas précisé ça dans ma présentation sur les collectifs. C'est que, en complément de ce qu'on peut faire dans un collectif dans une entreprise, le réseau des collectifs est évidemment présent pour appuyer ce que fait un collectif en entreprise. Et donc, par exemple, on a un programme de lancement, d'accompagnement au lancement d'un nouveau collectif. Si c'est quelque chose que vous voulez faire et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, par quoi commencer, on a créé ce parcours-là pour vous accompagner là-dedans. Quand on est déjà dans un collectif établi et que du coup le lancement est déjà passé, on met en place des sessions de codev, donc de co-développement et de réflexion, de co-construction, pour réfléchir ensemble sur une problématique qui est choisie par les participants, pour également trouver un plan d'action et des axes de progrès très concrets et clairs pour les collectifs qui participent. Et sur le même schéma que fait Printemps écologique, le but c'est de mettre à disposition des ressources, tant en personnes qu'en support, pour accompagner les collectifs dans leurs projets et permettre aux collectifs de capitaliser aussi sur l'expérience d'un collectif à un autre. Par exemple, la fresque du climat, elle a été déployée dans tellement d'entreprises. C'est clairement un exemple sur lequel on peut donner des retours s'il y a un endroit qui bloque. Généralement, là-dessus, on a des inputs pour toutes les questions. Ça, c'est clair. Julia, est-ce que tu voulais ajouter un petit mot ou ça va?
Non, mais je pense qu'on a, enfin, on n'a pas fait le tour du sujet puisque le sujet n'est jamais clos, mais je pense qu'on a toutes les trois eu des réponses assez complémentaires sur le sujet, donc je te rends la parole avec plaisir. Yes, et ben, je vous propose une dernière fenêtre d'ouverture pour parler de vos prochains projets dans vos 3 organisations. Et voilà, on va terminer avec ça sur est-ce qu'on peut vous suivre sur quel réseau, quelles sont les prochaines grosses dates dans chacune de vos organisations. C'était le petit instant promo. Voilà, allez-y. Je peux commencer comme d'habitude maintenant. On vient de clôturer la participation à 2 événements qui étaient très importants pour nous, qui étaient la Convention des entreprises pour le climat et on a participé à la Convention des entreprises pour le climat et à Change Now. Donc ça, on enverra un mail avec des liens aux participants. Ouais. Notamment Change Now, si vous voulez approfondir la vision de l'é-collectif, pour le coup, on a le lien de cette intervention qui dure plus de temps encore, puisqu'elle va durer elle dure 1 heure. Et ça, c'est pour se remettre d'équerre sur ce qui vient de se passer. Et sur les next steps, on participe à un TEDx à Compiègne le 26 mai. Pareil, je vous en transmettrai le mail de cette intervention. Et à l'Université, donc l'université d'été du Shift Project, le week-end du 25-26 juin. Donc ce serait un plaisir de vous y retrouver si vous souhaitez y participer. Plutôt en présentiel pour l'université. TEDx, pour la contre, ce sera en distanciel, je pense. Mais pareil, les liens, je vous les communiquerai pour suivre toutes ces actualités. Et pour ce qui est des réseaux, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Donc pareil, on a une page très active, on a un community manager qui nous met à jour sur toutes les actualités de l'é-collectif, dans lesquelles d'ailleurs vous retrouverez les événements que je viens de citer. Donc vous pouvez nous trouver là-dessus aussi. Pareil, un lien sera envoyé. Top. Anne. Termute. Hop, voilà, c'est bon. Et ben d'ailleurs, Gabrielle, je suis surprise que tu n'aies pas cité les rencontres de l'écologie et du travail, qui était le. Pardon, c'est vrai que j'ai pensé à l'actualité la semaine dernière, mais j'aurais pu clairement aller plus loin. T'as raison, désolée. Non, c'est pour te charrier. Nous, au Printemps écologique, là, on a plusieurs grosses échéances, c'est-à-dire qu'en 2022-2023, toutes les entreprises françaises, du public et du privé et toutes les administrations publiques vont avoir leurs élections professionnelles. Donc nous, là, ce qu'on lance, c'est un peu un appel à se mobiliser. C'est qu'après les présidentielles, après les législatives, l'idée, c'est aussi d'amener l'écologie au cœur des élections professionnelles. Et donc de nous mobiliser, et de nous mobiliser en tant que salariés un maximum pour présenter des listes et présenter des candidats qui portent cette question de la transition écologique. Donc ça, c'est un peu notre grande étape et notre grand objectif au Printemps écologique. Et pareil, on vous enverra les liens pour avoir des descriptions un peu plus précises de ce que fait le Printemps écologique. Mais globalement, vous pourrez nous retrouver en présentiel au festival Alternatiba et aux univers shiftés également. On se verra peut-être du coup, Gabriel. C'est à Lyon pour le coup. Et puis, on organise également régulièrement des apéros, soit à Paris, soit à Lyon, où on peut se retrouver. Donc, pas encore trop côté Côte d'Armor, tout ça, mais d'ailleurs, si vous voulez en lancer un, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc en présentiel, des apéros, Paris, Lyon, Alternatiba, le festival Alternatiba qui va être incroyable, et les univers shiftés également. Et puis aussi ces grandes élections du public en décembre 2022 et du privé 2022 et 2023. Et puis sinon, on peut nous suivre sur tous les réseaux. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, voilà. Vous pouvez pas nous... On est un peu des boomers, on n'a pas les réseaux récents de type TikTok, Insta. Ça ne serait tardé. Ça va bien, ça va bien. Et du coup, de notre côté, vous pouvez nous suivre alors principalement sur LinkedIn. On est assez actifs sur la plateforme, un peu moins sur le reste. On est des moins bons élèves sur Instagram et sur Twitter, mais en tout cas pas mal sur LinkedIn. En termes d'échéance, on est assez content parce qu'on a un gros challenge inter-entreprise qui se lance au mois de juin. Donc, pas mal d'entreprises qui vont s'affronter entre elles sur toutes les thématiques écologiques. Et on va avoir une deuxième session en septembre si jamais ça vous intéresse de mettre ça en place chez vous, dans vos entreprises. Et en termes de présence, on organise, alors
vu qu'il y avait quelques personnes qui venaient de Lille, on organise sur Lille le 23 juin un événement, un afterwork sur comment engager ses collaborateurs dans les Hauts-de-France en partenariat avec d'autres acteurs du territoire, Pro Bono Lab et le réseau Alliance pour ne pas les citer. Et donc voilà, c'est le prochain gros event. Donc si jamais vous êtes dans le coin, je vous y croiserai avec grand plaisir. Trop chouette. Et on a aussi Violaine, donc, qui est responsable du pôle alumni de Rent to Love Business, qui va pouvoir nous parler aussi des prochaines échéances pour les clubs alumni, et en particulier celui de Rennes. Vas-y Violaine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie, merci à toutes pour cette présentation intéressante avec plein de pistes concrètes. Je crois que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour répondre à quelques questions dans la conversation, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Donc pour les alumni de Rennes, on organise une centaine d'événements par an, donc à l'image de celui-ci par exemple porté par RSB for Change. Donc pour les prochains, au mois de juin, pardon. Les prochains en ligne, parce que j'ai vu que vous étiez un peu partout, on aura 4 rendez-vous pour présenter l'ensemble des clubs alumni, puisqu'aujourd'hui, on a une grosse cinquantaine de clubs qui vous proposent des événements, donc soit géographiques, soit thématiques. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus ou être surpris, découvrir des nouvelles choses en plus de RSB Forten, c'est le moment. Et le suivant, ce sera le 16 juin, ce sera un événement en anglais sur le métaverse. Donc voilà, décryptage, explication, donc rien à voir, mais c'est ça qui est riche aussi, de pouvoir découvrir des choses différentes. Merci Marie. Du coup, on peut passer aux questions. Il y a une question très intéressante de Nicolas. Est-ce qu'on peut faire adhérer de la même manière des salariés d'une start-up ou d'une multinationale? Et sinon, comment adapter son discours? Est-ce que, les filles, vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Pour les collectifs, l'adhésion va effectivement varier en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qu'on observe empiriquement, c'est qu'on a des tailles d'entreprise assez larges, mais globalement, c'est en vrai plutôt des grands groupes, voire des multinationales, justement. Parce que dans une startup, en fait, quelqu'un qui veut, enfin, dans une startup de 3-4 personnes, quelqu'un qui veut mettre sa patte de vision environnementale dans l'entreprise, ça va aller assez vite, vu qu'il peut trouver ses interlocuteurs très rapidement. Alors que dans une multinationale, par exemple, déjà, on peut se sentir plus vite isolé, donc le besoin d'un collectif peut être plus présent parce que on se sent perdu dans une grande entité. Donc ça, c'est un des conseils qu'on peut donner toutes sur ces sujets-là, c'est de s'entourer de personnes qui sont sensibles à ces sujets-là pour voir comment elles peuvent agir ensemble. Et donc, dans une multinationale, ce qu'on a vu empiriquement, c'est que c'est une personne qui a voulu s'entourer justement pour adresser ces sujets-là, d'abord dans son équipe, et puis après, plus le collectif grossit, plus ça prend une vision globale. Et cet entourage, moi, je conseillerais de le faire du bouche à oreille et d'identifier des gens avec qui vous entendez bien et ou qui portent la même conviction que vous pour construire ce début de noyau de collectif ou ce début de noyau de syndicat. Et concernant les... Pardon. Vas-y. Ouais. Non. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y, je t'en prie, je pense que j'ai un petit temps de latence, donc je vais couper ma caméra et je te laisse la parole, je la prendrai juste après. Ça marche, écoute. Concernant Alors nous, les adhérents, on a des adhérents dans des PME et dans des multinationales, des entreprises françaises du CAC 40. Enfin, les modalités d'engagement sont un peu différentes, effectivement. C'est-à-dire que dans les PME, tu vas avoir des salariés qui ont un accès beaucoup plus direct à leur direction. Comme le disait Gabriel, ça va être beaucoup plus facile de parler des sujets directement avec les décideurs, d'avoir des dynamiques un peu plus transverses et horizontales. Donc, on ne va pas forcément avoir les mêmes modes d'engagement. C'est-à-dire que les salariés dans les PME, ils vont porter eux-mêmes les actions et puis ils vont en fait engager eux-mêmes les différents leviers de transformation. Et dans les grandes entreprises, ça va être un peu différent, c'est qu'ils vont plutôt se tourner directement vers les représentants du personnel, donc les syndicats, en disant, voilà, sur tel et tel sujet, est-ce qu'on peut amener ça? Ça va être des choses dans tout, enfin, surtout comment est-ce qu'on travaille. Et donc, effectivement, parce que ces salariés-là, ils ont un accès moins direct à la direction qui va décider de ce qu'on fait ou pas. En plus, il y a souvent dans les grands groupes des directions RSE déjà.
qui font pas mal de choses. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller parler à ces interlocuteurs. Donc, les interlocuteurs, ils vont être différents aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Clairement. Et Julia, je te laisserai compléter évidemment, mais rapidement, le but d'un collectif, mais évidemment aussi de Printemps écologique, hein, j'imagine, c'est d'être en bonne entente avec les différentes directions qui vont porter ces sujets-là, enfin d'ailleurs porter ou pas ces sujets-là. Et dans le cadre d'un collectif, enfin moi par exemple, dans mon collectif que j'ai fondé, à la création même du collectif, donc dès le début, j'ai mis des réunions mensuelles avec ma direction RSE pour la tenir au courant de l'actualité de ce qu'on faisait et de comment ça évolue aussi en termes de volume d'engagement, enfin de volume de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, volume de personnes qui participent aux événements qu'on organise, aux ateliers qu'on organise. Et en présentant cette liaison-là avec ma direction RSE, elle est au début partie d'un regard un peu suspicieux, pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait, à une volonté maintenant de travailler ensemble, elle a compris que c'était un pouvoir sur lequel on pouvait du coup accélérer la vision et la transition. Et donc, on voit aussi que le positionnement des différents acteurs peut évoluer et que de bien comprendre qui sont les différentes parties prenantes dans une entreprise, c'est particulièrement clé dans un grand groupe. Ça permet d'avancer aussi de façon la plus intelligente et la plus globale possible. Il faudrait éviter que quelqu'un qui soit partie prenante comprenne très tard qu'un collectif existe et qu'il ait l'impression d'être mis de côté. Donc, il faut aussi avoir une jolie cartographie des acteurs pour bien comprendre comment implémenter l'action. Ouais, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, Anne et Gabriel. En effet, il y a les modalités qui changent entre start-up et multinationales. En revanche, je pense que le discours, nous, on utilise en tout cas le même discours pour les salariés d'une start-up ou salariés d'une multinationale, puisqu'on parle finalement d'humain à humain, donc de salarié à salarié, les discours sur tout ce qui est transition, etc. Nous, on ne les adapte pas forcément. Ce qui va changer, oui, c'est la manière de passer les messages. Alors, on a parlé du salarié à la direction, mais ça va aussi changer dans l'autre sens, du porteur de projet RSE, du directeur RSE au salarié. C'est surtout dans la manière que ça va changer, notamment dans les canaux de diffusion, mais je pense que voilà, le discours peut rester le même et doit rester le même d'ailleurs, puisque c'est des discours de sensibilisation et de mobilisation sur tous ces enjeux, donc c'est essentiel que tout le monde ait les infos, comme disait Gabriel. Top, top. Il nous reste 10 minutes pour répondre à la dernière question. Est-ce que, à votre avis, vous avez des exemples concrets d'actions qu'on peut mettre en place, en particulier pour la réduction de l'empreinte carbone? C'est une question de Clara, membre active d'ailleurs du club RSE for Change. On la salue, Clara. Les filles, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ça, donc vraiment spécifiquement sur l'empreinte carbone? Yes, moi j'en ai quelques-uns du coup. Alors je vais surtout parler d'empreinte carbone individuel, puisque c'est ce sur quoi nous les deux postes de dépenses de carbone les plus importants, c'est le transport et l'alimentation. Donc en termes d'actions concrètes, prenez votre vélo pour aller travailler, laissez la voiture au garage, ou n'ayez pas de voiture, c'est encore mieux, mais bon, parfois c'est quand même indispensable. Et sur l'alimentation, de réduire au maximum la viande rouge, surtout. Je pense que c'est les deux leviers d'action les plus parlants dans le quotidien de chacun et les plus, alors je dis facile à mettre en place. C'est pas toujours facile de changer son mode de vie, son mode de consommation, mais en tout cas, c'est les deux choses qui ont le plus d'impact, je pense. Les filles, je sais pas si vous voulez. Anne, tu veux compléter ou j'ai pris tout de suite? Ouais, je peux compléter. C'est surtout des exemples d'adhérents qui ont déjà fait des choses. Par exemple, on a un adhérent Printemps écologique qui est dans une entreprise de la métallurgie, qui a mis en place tout un plan de mobilité pour accompagner les salariés dans leur changement de mobilité et le fait d'arriver d'arriver moins en voiture, d'utiliser moins les voitures, etc., d'être plus sur des transports en commun ou d'avoir plus d'aide sur des mobilités douces. Donc ça, c'est des premières choses. On a aussi des actions sur l'alimentation au niveau de l'entreprise, sur aussi un gros poste du scope 2, c'est notamment l'isolation des bâtiments, des bureaux, etc., le chauffage.
Mais après, l'enjeu, c'est ça, ce que je vous parle, c'est vraiment le fonctionnement en elle-même de l'entreprise. Mais notre objectif à terme, c'est vraiment que les entreprises prennent le scope 3 des bilans carbone, c'est-à-dire l'impact des activités qu'elles ont. Et donc, oui, il y a tout le fonctionnement de l'entreprise, mais il y a surtout son activité, quel impact ça a et quels sont les postes d'émission. Et après, ça, c'est sur des exemples à plus large échelle, c'est dans des grands groupes, par exemple, où on a des rentes qui travaillent sur les achats responsables. Parce que, en fait, quand on parle du scope 3, du troisième cercle du bilan carbone, on va aller chercher les postes d'émission chez l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les salariés. Et donc voilà, ça, c'est des choses qui sont plus impactantes que d'arriver avec des questions de mobilité douce, quoi, sans prioriser l'une ou l'autre, mais en termes d'impact, c'est l'objectif derrière, quoi. Oui, pour compléter vos visions, pour avoir une action intéressante sur l'empreinte environnementale, le premier pas, c'est évidemment de faire une mesure. Donc, la première action concrète, si on veut minimiser l'empreinte, c'est de la mesurer. Et effectivement, là rentre assez tôt le débat de est-ce qu'on peut prendre en compte ou pas le scope 3 de l'entreprise dans cette mesure-là. En tout cas, si jamais vous ne voulez pas vous poser de questions trop philosophiques pour pouvoir présenter des actions concrètes rapidement, faites au moins un bilan carbone classique scope 1, scope 2. Et scope 3, on verra après ce qu'il y en est. Et une fois que vous avez les résultats de ce bilan-là, effectivement, identifier ce qui émet le plus pour avoir une action qui soit la plus impactante le plus rapidement possible. Donc, si le poste de dépense, c'est la mobilité, le transport, réfléchir à un plan de mobilité douce, c'est complètement cohérent. Donc, avec ce qu'a fait Énergique et les adhérents, on voit que les adhérents de Printemps écologique, ça a été fait. Et nouveau module pour le mettre en place. Pareil, il y a eu des plans de mobilité douce qui ont été mis en place dans des très grands groupes avec les collectifs. Donc, ça, c'était parti d'une idée spontanée et ça peut être généralisé au global. Je pense à également un collectif qui a pu, dans sa mesure de bilan carbone, identifier que c'était classique, les bâtiments les bâtiments en termes de production, d'impact environnemental. Donc, ils ont fait un gros travail avec les fonctions support du bâtiment pour regarder ce qu'ils pouvaient mettre en place pour minimiser ces ressources-là, jusqu'à un point où ils sont allés jusqu'à déménager, en fait. Ils ont dit, ce bâtiment est trop vétuste, il faut qu'on bouge. Donc, ça peut avoir des impacts vraiment forts et c'est assez complémentaire avec la vision individuelle, c'est-à-dire est-ce que la personne qui travaille à l'entreprise peut faire un bilan carbone individuel et aussi agir à son échelle. Le but de toute entité dans la transition environnementale, c'est de faire bouger cette transition dans tous les périmètres où on peut avoir un impact. Donc évidemment, on arrive avec une vision globale d'entreprise parce que c'est ce qui fait le plus sens dans le cadre de notre engagement. Mais ça ne doit pas aller à l'encontre d'un engagement, ça ne veut pas aller à l'encontre d'un engagement individuel où on regarde sa mobilité, son alimentation, sa manière de consommer de manière générale. Et en fait, ça se rejoint assez rapidement. Ouais. Ouais, et je compléterai peut-être là-dessus en disant que les bilans carbone, c'est obligatoire à partir d'une certaine taille d'entreprise. Je crois que c'est 300 ou voilà. Et que beaucoup d'entreprises ne le font pas. Donc, c'est aussi c'est une première étape et souvent les gens, les directions ne sont pas forcément au courant. Donc, ça peut aussi être quelque chose de dire, voilà, en fait, notre entreprise, en fait, normalement, elle devrait produire un bilan carbone. Il y a une amende si le bilan carbone n'est pas fait, mais qui est absolument dérisoire. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles peu d'entreprises savent que ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un premier pas qui est intéressant, et d'autant plus que c'est dans la loi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à l'amener, rien, même juste à titre d'information, quoi. Ça intéresse toujours. Impec. Et on a fait le timing et il n'y a plus de questions. Donc, merci les filles d'être venues, c'était top. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur des choses qu'on ne connaissait pas forcément toutes et tous pour pouvoir nous inspirer et ensuite nous développer dans nos réseaux et dans nos entreprises. Côté RSB for Change, les prochaines dates, c'est donc un apéro à Paris le mois prochain. Donc, suivez-nous sur les réseaux, on va bientôt communiquer. Et aussi, voilà, toute l'actu du club, en fait, elle passe sur LinkedIn et Facebook. Donc, suivez-nous sur les réseaux si vous voulez être tenus au courant des prochaines tables rondes. Et merci à tous d'être venus. Voilà, bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir.
À bientôt, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.